l'épisode est une présentation de barbenoire.com. Visitez leur site web à barbenoire.com pour consulter toute la gamme de produits livrés partout dans la province de Québec, barbenoire.com. Et le podcast est aussi présenté par eBox. Utilisez le code promo PM1736 pour sauver 25$ sur votre facture eBox. PM1736. L'épisode de cette semaine traite de plusieurs sujets, dont les 15 ans de TSLH. Oui, toutsurlehockey.com a 15 ans d'âge. Peu le savaient et on revient sur un petit historique du site. Par la suite, on vous propose une chronique garde ou trade concernant les défenseurs chez le Canadien de Montréal. On parle également de la liste 2020 à Pascal, de la division Pacifique et on vous parle également de notre scouting pour le repêchage 2024. N'hésitez pas à partager, liker l'épisode, partagez-le à vos amis. Et si vous voulez avoir les épisodes d'avance, abonnez-vous à patreon.com/TSLH podcast. Sur ce, bon épisode et on se revoit la semaine prochaine. Bienvenue dans ce nouvel épisode du TSLH podcast. Matt Paradis au micro avec Pascal Lapointe. Pascal, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très très bien. Petit épisode surprise, on n'était pas censé enregistrer ce soir. Finalement, on enregistre parce qu'on avait plusieurs choses à vous parler, chers auditeurs du TSLH podcast. D'abord, je commencerai avec une petite parenthèse pour souligner le 15 ans du TSLH, 15 ans de toutsurlehockey.com. Plusieurs ont été surpris de voir à quel point ce site-là est vieux. On a reçu des messages par la suite, là, après mon petit post sur les réseaux sociaux de TSLH. Oui, le premier texte de TSLH a été publié le 24 septembre, il y a 15 ans de ça. Oui, on existait avant dans les coulisses. On existait dans les mêmes eaux que Rumeurs de transactions, Feu Rumeurs de transactions, dans le temps que le site était de qualité. J'aurais pas dû dire cette phrase-là quand... pas les mêmes propriétaires. C'est exactement ça. J'aurais pas dû dire ça pendant que Pascal prenait une gorgée d'eau. Je me doutais que ça allait mal passer. Mais il y avait aussi 25 Stanley qui existaient à ce moment-là. Oui, chfan, tricolore.ca, il y avait... Ouais, il y avait quelques petits blogs. Ça commençait, tu sais, pour tout sur le hockey, ça a commencé comme vraiment un blog forum. Les gens pouvaient écrire leurs propres articles dans la section forum. Il y avait une couverture de l'actualité en général. Puis, c'est pas moi ni Pascal qui a fondé le site. On se l'est fait poser quelques fois cette question-là. Moi, je suis un fondateur. Ouais. Titré fondateur par JC. Par Jean-Charles Jouet, mais il savait pas, il n'y avait pas la bonne information. C'était juste drôle. Ben, dans un certain sens, il avait un peu raison parce que le site a été bâti, a vu le jour à Jonquière. Oui. Donc, c'est un site de la belle région du Saguenay.
tout sur le hockey. Donc voilà, sans nécessairement donner l'identité du créateur par souci de confidentialité. C'est un gars de Jonquière qui a créé ce site-là, comme on dit dans le jargon, dans son sous-sol. Puis il a fait du très bon travail pendant des années. Moi, pour ma part, je suis rentré sur le site en 2016 à titre de rédacteur. Puis c'est en 2019 que le fondateur a transféré ses pouvoirs à moi-même, si on veut le dire ainsi. C'est par la suite que j'ai réussi mon premier scouting, premier choix de première ronde que j'ai su repêcher dans ma carrière de propriétaire de TSLH. Pascal Lapointe, que je suis allé chercher sur la page Sous le radar. Facebook. Moi, j'avais décidé, j'ai pas eu Internet pendant un bon bout de 2016 à 2019. Puis dès que j'ai eu Internet, en juillet 2019, parce que je restais dans le fin fond de Jonquière-Nord, qui ont déménagé dans Jonquière-Vida, je me suis grouillé en tout cas, j'avais plein de plans là, pour regarder des matchs avec des personnes, là, des comptes un peu X dans plein de plateformes de NCA et tout. Là. Puis j'avais commencé à faire des textes sur Facebook, puis j'étais allé sur Twitter, puis ça a pris peut-être 2-3 semaines, puis il était venu me parler pour savoir si je voulais poster des affaires sur le site, puis sérieusement, ça m'a accroché assez vite, mettons. Fait que c'est un peu ça l'historique, je dirais que ça fait plusieurs années que le site roule. Je dirais que dans les dernières années, on a comme un peu connu notre éclosion sur TSLH. C'est un peu un site late bloomer, comme on dit dans le milieu du hockey. Mais tu sais, la mission initiale du fondateur, c'était d'informer les lecteurs de façon rigoureuse, de citer d'où les informations venaient, de créer du contenu intéressant sans pour autant être des journalistes, mais toujours avoir une certaine rigueur et ne pas tomber dans le clickbait. Puis tu sais, pour ma part, ça fait 15 ans, ça a fait 15 ans il y a quelques jours. Puis c'est un honneur de poursuivre cette tradition-là, cette mission-là. Puis tu sais, je tiens à saluer les gens qui écrivent pour nous sur le site. On a une belle équipe de rédacteurs. On a des collaborateurs externes avec le TSLH Espoir. Un projet qui est né de la pandémie, qui est né un peu d'un podcast très primaire. Lorchie m'a dit, hey, veux-tu qu'on poste, moi Pascal, un petit épisode de genre de vidéo de nos listes puis tout en juillet, je pense 2020. Ouais. En fin de compte, si on aime ça, on fera un podcast, puis on n'a jamais arrêté. Sauf Lorchie. Le Lorchie, il était à la radio, fait que il y a un concept de contrat aussi, là. C'est pour ça qu'il n'est plus là. Puis, hein, Lorchie. Ouais. Pas une grosse perte. C'est un enfoiré. Non, mais c'est vrai pareil, tu sais, ça a commencé, ce podcast-là, puis tu sais, l'espèce de première mouture du TSLH Espoir a commencé avec un Zoom entre 3 personnes qui parlaient de prospect. Moi, j'en parlais moins parce qu'à ce moment-là, j'étais pas entré dans la vague prospect encore, c'est pas mal vous autres qui m'a traîné là-dedans. Mais tu sais, c'était 3 boys qui parlaient sur Zoom de prospect, puis au début, on s'était dit, non, c'est pas un podcast, là, on va donner ça en vidéo, puis là, on est rendu avec plusieurs mille téléchargements d'un guide étoffé, à mon avis. Le site est accrédité pour le Rocket de Laval, pour la Ligue canadienne de hockey junior. Je pense qu'on a fait quand même un bon bout de chemin en 15 ans, puis ce n'est que le début, comme on dit. On ne lâchera pas. Puis au départ, le podcast était supposé s'appeler avec podcast, mais ça existait déjà. Ouais. J'ai juste décidé de l'appeler ça TSLH Podcast. C'est de là que le nom est venu. On était déçus parce qu'on se trouvait vraiment drôle. Avec nos jokes de père pas drôle. Mais bon, je pense que TSLH Podcast, c'est parfait. Ça reste quand même le nom de mon équipe de pool sur Yahoo avec podcast. Correct. Je suis bien content de ça. Fait que c'était ma petite intro style historique un peu de TSLH, puis surtout pour souligner les 15 ans de la plateforme. Puis tu sais, on espère avoir encore
encore plusieurs années devant nous. On le sait que dans le domaine médiatique, autant au niveau de masse que indépendant, c'est une période qui n'est pas si facile que ça. Tu sais, j'en ai parlé à nos membres Patreon dans une vidéo, j'en ai parlé aussi en podcast dans les intros. Tu sais, le modèle qui fonctionne avec les réseaux sociaux présentement, on se le cachera pas, c'est beaucoup les clickbait. Puis nous, on lutte contre ça pour vraiment essayer de ne pas tomber là-dedans, quitte à moins monétiser le contenu, mais on essaie constamment de garder la même mission qu'on a depuis 15 ans au Puis de sein pas du juste parler TSLH. des Canadiens de Montréal, qui est un peu la facilité, si on veut. Parce que juste parler du Canadien, écoute, il y en a combien des 7 qui font juste ça? Non, Donc, c'est on ça. voulait se démarquer, puis c'est comme ça que, ben, je crois que la personne voulait se démarquer comme ça, puis c'est comme ça actuellement qu'on se démarque, je crois. Oui, c'est niché, mettons, TSLH Espoir, c'est assez niché. Mais je pense qu'il y a quand même un produit, il y a une demande là-dessus, fait que c'est le fun. Exact. Fait que pour commencer, le premier sujet, on va parler du CH. Euh, C'est pas juste du CH. Ça donne non, drôle. pour vrai, dans l'épisode qui suit, on va revenir sur la pré-saison des Canadiens jusqu'ici parce qu'au moment d'enregistrer cet épisode-là, il y a eu le match contre les Devils du New Jersey. Il y a eu le match contre les Sénateurs d'Ottawa également. On va revenir là-dessus. On vous a préparé un petit concept qu'on essaye dans cet épisode-là. Je pense pas que ça va revenir à tous les épisodes, mais je pense que vous allez bien aimer ce concept-là. Un petit concept de est-ce qu'on le garde ou on le trade? J'en dis pas plus, mais on en reparlera par la suite. On va parler aussi de nos meilleurs coups puis nos pires coups de la liste des meilleurs espoirs en 2020. Vous comprendrez qu'en 2020, moi, j'avais pas de liste parce que c'était au moment qu'on vient de parler. Là. On commençait le TSLH Espoir, mais Pascal a sa liste en main 2020. On la regarde, on le trash sur ses pires coups et on l'applaudit pour ses bons coups. Correct. C'est de même ça marche, right? Même ça marche. On va faire un petit survol de la division Pacifique parce que je vous rappelle, dans les épisodes précédents, on a parlé. On a fait des survols des divisions. Dans le fond, on a une de fait. On va faire les 4 d'ici le début de la saison. Un petit bloc scouting pour le repêchage 2024. Et on clôt l'épisode. Pré-saison CH, Pascal, je n'ai pas regardé un match. Je suis pas très assidu aux Canadiens présentement au niveau du tournoi des recrues et de la pré-saison. Mais je me fie sur toi pour alimenter et informer nos auditeurs. Qu'as-tu remarqué dans ces deux matchs-là jusqu'ici chez les Canadiens et peut-être chez les autres espoirs aussi des autres formations? Là? Kirby Doc est solide. Vraiment, vraiment solide. T'sais, moi puis l'Archie au début, en 2020-2021, c'est pas un gars que je voyais nécessairement comme centre de premier ou de joueur de premier trio en général. C'est pas nécessairement quelque chose que j'avais en tête pour lui. Puis il confirmait d'année en année jusqu'à temps que Martin Saint-Louis s'occupe de son développement. Puis écoute, c'est un tout autre joueur. C'est le joueur qu'on voyait au repêchage, que plusieurs voyaient au repêchage, en fait. Et tu sais, il est 6 pieds 4, 212 livres, je me souviens bien. La protection de rondelle est élite. Aller récupérer rondelle aussi. Puis tu sais, d'année en année, le Canadien, ce qui était tannant sous Bergevin, sous Sears puis sous Zellers, avec Bergevin, ce qui était tannant, c'est qu'à chaque année, on ne savait pas ce que les joueurs allaient donner. Dans le fond, tu sais, l'année prochaine, j'espère juste qu'il va continuer comme il est là. C'est comme Gallagher, un peu l'année prochaine, on le sait qu'il va être le même Gallagher, sauf dans les blessures. Mais à chaque fois, les espoirs, on ne le savait pas. T'sais. Lui, cet espoir-là, il n'est pas mauvais, mais est-ce que ça va fonctionner avec Claude Julien, avec tout Michel Terrien, avec tous ces coachs-là de marde? Fait que, tu sais, c'est ça qui me gossait. Mais cette année, avec Martin Saint-Louis, on dirait que tous les espoirs, on a comme l'impression que ça pourrait fonctionner, que le développement pourrait être vraiment positif avec les Canadiens. Fait que c'est ce que j'observe en ce moment. T'sais. Owen Beck, on a toujours dit qu'il était bon, puis il arrive au Canadien. Ça va quand même bien. Il y a le match bleu-rouge,
Il a bien joué. J'ai hâte de le voir. Je pense qu'il joue demain. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Slavkovski, je pense que c'est le seul bémol qu'il y a eu à date, parce qu'il n'était pas prêt. Je pense pas que c'est une décision de Martin Saint-Louis tant que ça. Mais bon, bref, on verra. Mais le Slavkovski, hier, il a vraiment, vraiment bien joué. Il y a des bouts, c'était un peu plus difficile, mais c'est normal, c'est un jeune. Puis ce que j'ai aimé, c'est de voir le Slavkovski de son année de repêchage dans plusieurs facettes du jeu. Prendre la rondelle, sortir des coins pour aller attaquer le filet, après ça, attaquer le filet, peu importe. Pas trop penser sur la glace, parce que quand il pense trop en ce moment, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment qu'il y ait plus d'instinct, puis qu'au pire, il envoie les rondelles au filet. Je l'ai toujours dit que ce gars-là, c'est pas un marqueur de but. Mais oui, il a un bon shot, mais de prime abord, c'est un power forward avec une bonne vision du jeu, qui va créer des jeux à partir du trafic. Puis, ben, c'est ça qu'on a vu un peu hier. Puis, je pense qu'avec Doc, le fit est là. Mais est-ce qu'il est prêt de jouer autant de temps? On verra, mais bref. Après ça, Raphaël Harvey-Pinard, je ne sais pas si vous avez vu la conférence de presse, l'accès aux médias avec Martin Saint-Louis. Dès que le monde parle de lui, Saint-Louis fait juste sourire. Il dit, moi, je sais déjà ce qui va arriver avec Harvey-Pinard, que je vais mettre à premier trio, quatrième trio, il va toujours me donner quelque chose. C'est quelque chose qu'on dit depuis qu'il a été repêché. Ce gars-là, c'est une perle dans le sens que tu sais tout le temps ce qu'il va te donner. Il n'y a jamais de point d'interrogation. Puis pour un coach, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment valuable. C'est vraiment... ça a beaucoup de valeur pour un coach, ça. Puis sur la patinoire, ça peut être un coach dream, mais aussi dans son attitude. Ouais. C'est tellement un bon Jack. Raphaël Harvey-Pinard, on l'a vu, moi et Jess, avec le Rocket. Puis tu l'abordes, puis il dégage premièrement une personne excessivement aimable. Ouais. Puis il est toujours très authentique avec sa propre personne, puis il passera pas par quatre chemins pour le dire. Il assume quand il joue mal, il assume quand il joue bien aussi, puis ça, c'est important de le faire, là, À un moment donné, la fameuse cassette de « Ah, ben, les gars, ils ont bien... » Non, t'as bien joué, là, tu peux le dire, Puis lui, on dirait que c'est... Pas que c'est une belle naïveté, je trouve, qu'il a. Puis c'est rafraîchissant. Honnêtement, dans un vestiaire, là, on a pu le voir avec le Rocket, c'est rafraîchissant. Fait que j'ose croire qu'avec le Canadien aussi, ça va l'être là, pendant la saison. Oui, puis tu sais, il n'ira pas à Laval, même avec les problèmes de contrat là, que des fois il peut y avoir. Là, trop de gars en haut, il faut en descendre en bas. Je pense pas qu'il va aller à Laval cette année. Parce qu'il pourrait y aller, à cause de son contrat, il pourrait y aller sans passer par le balotage, mais je pense pas qu'ils vont le faire sérieusement, malgré tout le positif ce que ça pourrait amener, là, avec Dvorak qui va arriver de m'amener. S'il n'y a pas de blessure, ben, il va y avoir une congestion, mais bon, bref. T'sais, au niveau des questionnements aussi qu'on avait avant le début de la saison, ben, Logan Mailloux, David Brembacher, après ça, tout autre qu'on pourrait penser qu'il pourrait percer l'alignement comme Heinemann, comme Olonen. Olonen, il n'aura probablement pas le choix de percer l'alignement. Mais il n'y a personne en ce moment qui convainc, qui joue assez bien pour convaincre tout le monde qu'ils ont une place avec le CH. À mes yeux, il n'y a personne en ce moment. Il n'y a personne qui joue assez bien pour que Martin Saint-Louis se gratte la tête. Est-ce que je le garde ou non? Fait que tout le monde va probablement aller à Laval ou bien dans leur club junior ou en Europe. Renbacher, je pense vraiment pas qu'il va rester. Puis c'est bien correct. Tout le monde en a parlé aussi à Montréal. Il faut qu'il retourne là-bas. Puis je suis vraiment content, sérieusement, que ça arrive. Puis c'est la même chose à l'avant. J'ai aimé beaucoup Alex Newhook. Alex Newhook, on dirait que d'avoir pas nécessairement la pression d'être dans une équipe qui doit gagner des matchs, on dirait que ça l'a libéré, ça va super bien. Ça demeure des matchs pré-saison, on va se le dire. Là, c'est rien en ce moment, ce qu'ils affrontent comme équipe. Mais au centre, ça fonctionne super bien. On le voit déjà au troisième centre avec Josh Anderson. C'est parfait. Je pensais vraiment pas que ça allait fonctionner entre les deux. Parce qu'Anderson, il est rapide en ligne droite, mais c'est pas un gars qui pense beaucoup. Newhook, c'est un gars qui agit énormément avec rapidité, donc je ne pensais pas que ça allait fonctionner, mais ça a l'air à fonctionner super bien, tant mieux. Et il reste juste à trouver la troisième roue à tout le monde, dans le fond. Peut-être Suzuki, Caulfield, premier trio. Probablement que ça va être Monahan. Puis
tant mieux pour eux autres, parce que ça stabilise vraiment beaucoup le trio en défensive. Deuxième trio, Dak, probablement Slavkovski, selon moi, si ça va bien. Peut-être que ça va être Harvey Pinard aussi qui va jouer à l'œil gauche, ça pourrait arriver. Fait que, c'est juste, de plus en plus, les questionnements se précisent, puis on a un peu plus de réponses. On n'a pas encore assez avec 2 matchs, mais ça s'en vient. Puis c'est sûr que New York avec Anderson au troisième trio, ça va être parfait. Puis il reste juste à placer. Probablement que Pearson va être là aussi sur le troisième trio. Je pense que ça pourrait quand même assez bon parce que c'est un gars défensif, quand même assez physique, échec avant, intelligent, qui pourrait vraiment bien jouer avec les 2 autres. Un peu comme, pas un peu comme Monahan, mais un peu le ciment que Monahan amène au premier trio. Ben, Pearson pourrait être aussi ce gars-là pour le troisième. Puis il reste pour le deuxième trio. Est-ce que Dak va jouer avec Slavkovski puis Harvey Pinard? Je pense que ça pourrait quand même être pas pire. Parce qu'Ilonen n'a pas rapport là. Je reviens sur Owen Beck. On semble apprécier son rendement présentement, son rendement global. Est-ce que tu es un peu déçu, par exemple, de son apport offensif depuis le début du camp et des matchs préparatoires? Non, parce que c'est pas le rôle qu'on lui a donné en ce moment. Le rôle qu'on a donné, c'est gagne tes mises en jeu, fais pas trop d'erreurs, puis attends que les chances viennent à toi pour profiter un peu de cela. Puis il y a eu quelques flashs à l'attaque, mais toutes ces décisions, je pense qu'il joue avec Harvey Pinard puis avec Gallagher, il faut qu'on l'a vu. Puis ça fonctionnait super bien parce qu'il amenait toute la partie cérébrale de la game, il l'amenait. Comparativement aux 2 autres, c'est plus des travaillants qui amènent l'échec avant, qui causent des revirements avec le chaos et tout. Puis peut-être avec Owen Beck qui faisait juste patrouiller un peu la maraude, puis c'était parfait. Puis tu sais, Owen Beck pourrait jouer dans le national cette année. Il pourrait jouer. Mais est-ce qu'il produirait offensivement, comme tu as dit là? Je ne penserais pas. Puis c'est pour ça qu'il faut qu'il retourne en bas pour dominer en bas offensivement et à tous les niveaux dans le jeu. Mais si, mettons, Jake Evans et Dvorak ne commençaient pas la saison à Montréal, on pourrait très bien voir ce gars-là 8 matchs, 7 matchs, ou peu importe le nombre de matchs qu'il faut, sur la 4e ligne. Ça ne serait pas grave parce que, oui, jouer 8-12 minutes, c'est pas idéal alors comparativement à 25 minutes ou 20 minutes dans les mineurs. Mais pour le genre de joueur que Owen Beck est, c'est pas si grave. Parce que si tu lui donnes du temps contre de la bonne compétition, du temps sur des avantages numériques, mais c'est des affaires que ça va être de l'or pour lui pour toute l'année. Puis ça va faire bien débuter l'année. Pour moi, toute l'année, ça ne ferait pas. Là. Mais au début de l'année, je pense que 8 matchs à la 4e ligne, ça ne me dérangerait vraiment pas pour starter son année. Mais ça, il faudrait qu'il y ait des blessures pour ça. Il y en a une, Forak. Est-ce que Evans, ça va être ça aussi? Il se blesse tout le temps. Ça pourrait très bien arriver. Mais j'y souhaite pas. Là. Je pense que j'y souhaite vraiment qu'il aille dans les mineurs, peu importe. Là, parce qu'il n'y a pas besoin nécessairement d'y aller. Là, mais ça serait vraiment pas la fin du monde. Dernière question, Pascal, concernant le début de saison, camp, tournoi / match préparatoire. Que penses-tu de la fameuse affirmation qu'on a vu circuler à quelques reprises depuis le début du calendrier et du camp des Canadiens, à l'effet que Joshua Roy aurait plus sa place dans la Ligue nationale que Juraj Slavkovski présentement? Non. Ça pourrait fonctionner, Roy, dans le national de hockey, mais tu sais, moi, j'ai pas le goût que Roy devienne le Slavkovski de l'année passée. Qu'il perde son ADN, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Je pense que ça pourrait vraiment lui nuire. Puis là, il faut arrêter. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin de le faire jouer en haut. Quand je dis on, le Canadien n'a pas besoin de le faire jouer en haut. Il y aurait tous les bénéfices de jouer en bas, puis d'affronter des gars de plus en plus professionnels. Là, mettons, jouer de 3e ligne, 2e ligne, 1re ligne, ou même jouer directement première ligne, d'avoir de plus en plus de responsabilités dans toute la saison. Puis, une saison dans l'Union américaine de hockey, c'est difficile parce que tu as beaucoup de changements de trio, beaucoup de changements d'adversité, beaucoup de bus aussi. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut qu'il passe par là pour aller dans le national de hockey, juste pour le long terme. Parce que Slavkovski, ils se sont trompés, selon moi, puis selon toi probablement aussi, ils se sont trompés. Puis c'est un compétiteur, fait que je pense qu'il va avoir une bonne saison pareille, mais je ne veux pas qu'il se trompe avec Roy. Il n'y a aucune presse à faire jouer en haut. Puis Slavkovski est plus près de lui dans le rôle qu'on peut lui donner. Parce que Roy, moi, je ne le ferais pas jouer sur le 2e trio direct en startant. Vraiment pas. Ni sur le 3e trio avec Newhook puis Anderson.
peut-être que ça pourrait fonctionner, mais j'ai pas le goût. Je veux le faire commencer en bas pour commencer. Puis après ça, quand les blessures vont venir, comme d'habitude, ben, on verra. Sur le top 6 à Laval et rien d'autre, à mon avis. Ben oui, c'est là sa place. Puis écoute, s'il fait 12 points en 10 matchs, les premiers 10 matchs, ben, écoute, on verra. Là. Même à Noël, s'il produit vraiment beaucoup, peut-être qu'il va se mériter un rappel. Mais s'il est à 11 points en 25 matchs, le monde va peut-être se rendre compte que oui, il faut qu'il passe par Laval en premier. Là. Parce qu'il n'y a pas besoin de motivation, je pense pas que c'est ça. Mais d'avoir la diversité de passer par en bas avant d'arriver en haut, je pense que ça pourrait être bon pour lui. Je réitère, tu sais, j'ai pas regardé les matchs préparatoires. Je sais que Slavkovski a bien joué hier. Ça semble assez unanime. Tu me le confirmes. J'ai confiance en tes yeux. Mais je pense quand même être en mesure de m'avancer à dire que Slavkovski est plus proche de Laval que Roy est proche de Montréal. Là. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. Là. Moi, personnellement, Slavkovski, qui a bien joué hier, je suis bien content. Ça va sûrement avoir augmenté sa confiance. Le gars, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Ouais. Sauf que là, quand on regarde froidement les facteurs, le gars, il n'a pas joué la moitié de la saison passée. Il a passé son été à faire de la rehab et à s'entraîner pour perdre du poids. Il n'est pas encore habitué, si on veut, à son nouveau corps. En plus, il faut qu'il retrouve sa game shape après une demi-saison manquée et sa meilleure game. Puis là, c'est plate dit de même. Je sais que c'est un argument qui est plate à entendre. Sa meilleure game, c'est contre un club de Ligue américaine. À un moment donné, ça se pourrait-tu que sa confiance, justement, il aille la reprendre dans la Ligue américaine pour qu'il enligne à peu près une dizaine de games comme il vient de faire contre les Baby Sens, là. Une dizaine de games. Caulfield, là, il est allé dans la Ligue américaine. Dixit à Jess qui a dit ça dans notre discussion privée. Ça a été long, mais il est allé. Ouais, mais si Cole Caulfield il a été ramené dans la Ligue américaine, d'après moi, c'est même pas une honte d'envoyer Slavkovski en Ligue américaine. Et je dis pas toute la saison, là. Donnez-y un petit 10 matchs. Tu sais, pendant la saison, là, un joueur a accès à un reconditioning stint, un reconditionnement de 9 matchs dans la Ligue américaine. Pourquoi il ne donnerait pas 9-10 matchs au début de la saison comme pour se reconditionner justement à être game shape? Il ramène-le dans la Ligue. Mets ça clair, carte sur table. Tu dis à Slavkovski, garde, tu commences la saison à Laval, c'est plate parce que tu avais ton poste dans la Ligue nationale, on te donne 9 ou 10 games, performe, puis on te rappelle. Mais il n'y a rien d'acquis. Mais si tu performes, on te garantit que tu vas revenir. Crée-moi là, que compétitif comme il est, puis avec le talent qu'il a, je suis convaincu qu'il va aller dominer pendant 10 games dans la Ligue américaine. Il va revenir à Montréal, puis il va être frais comme une rose. Écoute, moi, je suis vraiment... C'est probablement la meilleure chose qui pourrait y arriver. Mais là-dedans, tu fais comme... Les gars qui ont pris la décision l'année passée, ils ont un ego. Ouais. Puis je pense que cet ego-là entre en ligne de compte dans le traitement que Slavkovski va avoir. J'espère pas. Peut-être que non, là, mais tout le monde, depuis le début du camp, il n'aurait pas de dire que Slavkovski, ça va être en haut, très fortement en haut. Fait que c'est probablement ça qui va arriver. Fait que c'est pour ça que je suis comme pas impliqué, imply. Je suis comme induire qui va débuter en haut, mais moi, j'étais avec toi là-dessus. Ben, tu sais, si on dit dominer, je dis pas faire 15 points en 10 matchs, mais juste démontrer que. Je veux même. 5 points, je m'en fous, là. C'est démontrer que physiquement, puis qu'il drive le jeu. Parce qu'il est capable de driver le jeu. Souvent, dans les power forward comme Josh Anderson, on va dire, c'est pas un gars qui drive le jeu, c'est un gars qui complète, qui fonce, qui crée du chaos, pis tout. Mais Slavkovski, c'est pas mal plus un driver que ça. Il est capable. Oui, s'il y a un Suzuki, s'il y a un Doc avec lui, c'est parfait. Ils vont comme se splitter à job, ils vont en prendre un peu moins. Mais il est capable. Vraiment capable. Puis il est pas mal plus rapide que le monde pense. Parce que j'ai vu vraiment plusieurs fois qu'il était lent et qu'il traînait un piano. Slavkovski était très bon patineur. Puis c'est juste qu'il faut qu'il apprenne dans le national à être rapide. Puis peut-être que ça pourrait passer par Laval, c'est sûr et certain, mais je pense pas que ça va arriver. J'ai pas la prétention de dire que le CH devrait m'écouter. Je partage mon opinion par rapport à ça. Je sais très bien que la décision, au final, ça va être Slavkovski à Montréal parce que
ils étaient à Montréal l'année passée, puis ils veulent pas backtracker, puis gars, c'est bien correct, ils ont leur raison, c'est des têtes de hockey, c'est eux qui décident un peu l'enlignement de leur organisation, puis c'est bien correct, mais moi, personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup trop de facteurs qui pointent vers quelque chose de bénéfique à commencer la saison à Laval. Exact. C'est comme, il a connu ce match-là contre les Sénateurs, puis tout le monde est comme, enfin, wow, il y a un bon match, enfin. Et comme tu dis, c'est pas une équipe top, là. Fait que s'il y a en ligne jusqu'à la fin de la pré-saison des performances contre de plus en plus des bonnes équipes, un peu comme on voit là, je vais être pas mal plus à l'aise avec leur décision de le garder en haut. Mais tu sais, si après 25 matchs, c'est comme l'année passée, puis qu'il se fait frapper durement, puis qu'il ne sait pas trop qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse à la glace, là, il va falloir qu'il pull le trigger, je pense. Là. Non, c'est ça. Alright, ça fait le tour de la pré-saison du CH. On aura assurément l'occasion d'en reparler dans d'autres épisodes, mais on saute immédiatement à notre petit segment de garde ou trade. C'est un genre de nouveau concept. On s'en est parlé très vaguement avant l'épisode, moi et Pascal, mais on n'a pas vraiment rien préparé non plus. On a dit c'est de l'info. Ça le dit dans le concept. Est-ce qu'on le garde ou on le trade? Puis tu sais, là, je tiens à le rappeler, là, c'est vraiment une question d'opinion personnelle. On commencera pas à faire des mock trades puis de dire on l'envoie à telle place contre tel puis tel. Puis tu sais, tout est un asset. Tout peut être tradé. C'est pas ça le concept. C'est juste toi, mettons n'importe quel espoir comme Caulfield. Là, on parlera pas de il n'est pas impliqué là-dedans. Non. Mais mettons, est-ce que toi, tu le traderais ou ben tu le garderais? Ben, tout peut être tradé au bon prix. Mais ça briserait le jeu. Non, c'est ça. Je le traderais parce que je pourrais aller chercher quelque chose que je veux vraiment plus, qui répond plus à ma mentalité, alors que je garderais un autre joueur parce que c'est vraiment plus ça qu'on vise que juste dire ben, je le traderais avec le bon prix. Non, c'est ça. L'idée du concept est venue parce que dans le fond, on voulait parler de Bogdan Konyushkov, qui a été un peu le sujet de la journée du moment qu'on a enregistré après la sortie du texte de Nicolas Cloutier qui venait tristement refroidir un hot take que Pascal m'avait dit plusieurs jours avant et que Pascal avait écrit dans un game report d'un client Patreon qui nous avait demandé un game report de Bogdan. On salue Mike. Yes. Et puis, ben voilà, Pascal mentionnait que, je vais te laisser y aller, Pascal. C'était quoi ton hot take sur Bogdan Konyushkov? Le Pepsi, c'est meilleur que le Coke. Non. Mon hot take sur lui, c'était que si présentement il était à Montréal avec un contrat de la nationale de hockey, il serait le deuxième meilleur défenseur à droite derrière David Savard. Là, j'ai eu des commentaires sur David Savard comme quoi il est mauvais, que dans n'importe quelle équipe, Savard serait sa troisième unité. Je parle des Canadiens de Montréal. À l'heure actuelle, Bogdan Konyushkov, à droite, ça serait le deuxième meilleur. Puis, j'ai même pas de difficulté à défendre ce point-là. Vraiment pas. Puis, tu sais, on peut... Je considère Justin Barron, je considère Logan Mailloux, je considère David Hanbacker, je considère Jonathan Kovacevic, Gustav Lindstrom, parce que, en fait, Hanbacker et Mailloux ne sont pas prêts. Konyushkov est pas mal plus près qu'eux autres. Est-ce que le plafond est pareil? Non, le plafond n'est pas pareil. Konyushkov, à long terme, devrait être moins bon qu'eux autres avec les Canadiens de Montréal, mais à l'heure actuelle, Konyushkov, il jouerait sur le premier avantage ou le deuxième avantage désavantage numérique, le premier ou le deuxième désavantage numérique. Il serait capable probablement de toffer 15, 16, 17 minutes dans la ligue sans trop de problèmes. Fait que c'est un hot take, mais un matin, quand j'ai vu le texte de Nicolas Cloutier, j'ai comme ah bon. Ils viennent une bonne douche d'eau froide à mon hot take. Ouais, c'est ça. Parce que dans le fond, dans le texte de Nicolas, ce qu'on peut lire après une entrevue avec Igor Larionov, qui est son entraîneur, lui aussi était très élogieux envers le défenseur des Canadiens. Il voit un très bel avenir. Puis le voit comme un des meilleurs prospects
à la défense du CH, je me Ben, trompe pas. il disait, dans le fond, que s'il nous l'enverrait, si je vous l'envoyais cette année, il serait un joueur clé. Ouais, Le c'est ça. Canadien de Montréal, puis, un joueur clé, c'est quoi? C'est un top 4 en défensive qui joue sur un ou les deux unités spéciales. Je pense pas qu'il a le talent pour être un top 3 ou un top 4. Sauf s'il développe son jeu physique, qui est absent. Son explosion, c'est un très, très bon patineur, mais plus intelligent patineur que vraiment explosif. S'il devient plus explosif, ça va être... au pire, vous demanderez à Mike, c'est tout marqué sur son Game Report. Mais il n'y a rien d'élite vraiment. Sauf sa prise de décision, sa façon de voir l'espace. C'est vraiment impressionnant de voir ça dans la KHL à 20 ans. C'est la première fois, en fait, Romanov, il n'arrivait même pas à cheville au même âge. Fait que c'est toute qu'une trouvaille en 4e ronde. Puis je suis sûr et certain que c'est Martin Lapointe qui s'est fait caller par Igor Larionov pour se faire dire que garde ce gars-là à l'œil. Puis sérieusement, avec toute la progression qu'il vient de passer, puis son début de saison, c'est bullseye. Moi, ce que je pense, c'est que Igor Larionov est Mike Lemieux, puis il a volé ton take dans ton Game Report. C'est ça, exactement. Je suis sûr que c'est ça. Je penserais pas, non. Mais bref, gros détour pour, dans le fond, en venir à notre concept de garde ou trades, parce que on se disait, il y a vraiment une belle congestion, c'est un beau problème en défensive, ce qui se passe avec les espoirs chez les Canadiens de Montréal. Puis je me disais, à un moment donné, ils n'auront pas le choix d'en échanger et tout ça. C'est là que je me suis dit, hey, on parle de ça à soir dans le podcast, moi et Pascal. Est-ce qu'on garde ou est-ce qu'on trade? Bogdan Konyushkov, Pascal, est-ce que tu le gardes ou tu l'échanges? Je le garderai parce que je sais exactement où que je vais le mettre. Je sais que avec les informations qu'on a à l'heure actuelle, c'est un gars que je garderai parce qu'il va arriver ici à 23 ans. Puis tu sais déjà qu'il va jouer un rôle important en défensive sur ta 3e paire, sur ton premier ou 2e désavantage. Fait que tu sais, sa valeur, mettons, sur le marché, je pense pas qu'elle rapporterait autant que je voudrais. Qui va être, c'est du cheap labor pendant longtemps. Tu sais, je ne compare pas à Just Georges, mais quand il est arrivé à Montréal, ils l'ont mis dans une chaise directe, puis il a été utile pendant vraiment longtemps. Puis dans sa carrière, un peu plus tard, ils l'ont échangé. Ils l'ont échangé où il était. Oui, ils l'ont échangé, il ne voulait pas aller à Toronto. C'est ça. Puis ben, ça a été parfait. Puis c'est un peu le même parcours probablement que Nyushka va arriver. Tu l'échanges vraiment plus tard parce que tu sais qu'il va être utile. Ben, Dans 15 ans, dans 3 ans, il va être prêt à atteindre la Ligue. Puis Konyushkov, il va être prêt à être un asset vraiment avec de la valeur pour le Canadien sur la glace. Puis c'est surtout que, admettons que c'est Igor Larionov qui a parlé de ce joueur-là à Martin Lapointe. Tu sais, clairement, Larionov a parlé de Montréal à Konyushkov. Oui. Le lien a déjà été établi. Fait que tu vas pas vraiment échanger un prospect que tu t'es fait pousser un peu puis que finalement tu te rends compte que c'est vraiment une belle trouvaille. Je pense pas que tu vas l'échanger à ce moment-là. Fait que puis en plus, t'as peut-être plus de certitude qu'il signe à Montréal qu'il signe ailleurs parce qu'il s'est fait vendre Montréal, il s'est fait vendre à Montréal aussi. Fait que moi, tant qu'à ça, je le garde, je regarde sa progression. Puis à la limite, ce sera juste un très bon défenseur à Laval, si jamais. Mais je me fie à ton évaluation. S'il y a vraiment une chaise dans la Ligue nationale fixe, puis qu'on le sait que son plafond, c'est ça, puis il y a une certitude qui y arrive, rendu là, ben moi aussi, je le garde là. Ouais, puis tu vas venir à le regarder jouer parce que justement, tu fais les rapports hebdo du CH. Ben, j'ai regardé 2 matchs de l'année passée, puis finalement, tu t'occupais du rapport d'observation, fait que j'ai arrêté, mais j'ai apprécié les 2 matchs que j'ai regardés. Pas assez pour l'évaluer, mais quand même. Puis cette année, c'est avec Nikita Artamonov, qui joue sur le premier trio de son équipe, et Anton Selayev, qui joue sur la 2e paire de 6 pieds 7. En tout cas, ils sont tous vraiment bons. Puis ils ont des gros rôles alors qu'ils ont 17 ans. Tu vas venir à le voir jouer parce que la chimie qu'il y a avec Artamonov sur l'avantage numérique est vraiment intéressante.
les permutations qu'ils ont, la façon qu'ils ont de juste bouger bref, la façon qu'ils ont bougé en parallèle pour mêler la défensive ou les attaquants en avantage numérique, ça m'a tombé dans l'œil assez rapidement. Alright, on passe à une autre cible pour le garde ou trade. Adam Engstrom. Tu le gardes ou tu le trades? Je le garde parce que c'est à cause du 6 pieds 2. Puis plus tard, quand on va parler d'un autre espoir, c'est pas un espoir, mais un joueur de Canadien, justement à cause de ça, je vais l'échanger. Mais lui, je le garde parce que, encore une fois, probablement qu'il va jouer sa troisième paire avec Konishkov, mais plus du juste sur l'avantage numérique. Parce qu'il peut tout faire. Puis que son ascension, sa progression, tout comme Konishkov, en 1 an ou 2, est fulgurante. Puis ça, c'est très encourageant pour les prochaines années, puis pour quand les Canadiens vont avoir besoin de ce genre de joueurs-là. Fait que moi, Enstrom, tout comme Konishkov, vont augmenter dans mon top des Canadiens, ça c'est sûr, certain, parce que ça va bien en ce moment dans leurs ligues respectives, 2 des meilleures ligues au monde, la Ligue Elite en Suède, la Sway Elite, non, la SHL et la KHL. Fait que ça, pour moi, ça a beaucoup de valeur et ça m'en dit beaucoup sur la possibilité que ça soit encore mieux dans les prochaines années. Fait que Engstrom, c'est un gars que je garde, absolument. Je le garde aussi pour la progression, pour l'aspect offensif qu'il peut amener, pour la chaise également, comme tu l'as mentionné. Moi, personnellement, je le garde, mais je tomberai pas en bas de ma chaise de le voir échanger à un moment donné. Non, ça c'est sûr. Parce qu'à un moment donné, le CH, ils vont vouloir être aspirants. Là, ils vont vouloir entrer en série constamment. Puis des espoirs de qualité, on va en voir partir. Mais on va en nommer d'autres par après. Mais à la gauche, s'il y a des défenseurs qui doivent partir, ben, Engstrom va peut-être avoir plus de valeur que bien d'autres. Là. Fait que, je serais pas surpris qu'il soit échangé. Moi, personnellement, je le garderais parce que c'est un gars qui a eu une très belle progression. Fait que tu peux être juste surpris de ce qui t'amène de plus et non de moins. Fait que, personnellement, je le garde. Et aussi parce que c'est un espoir que j'aime bien. Fait que, il est pas loin de la Ligue. Là. Vraiment pas loin. Je sais même pas s'il va passer par Laval. Il y a beaucoup de monde, là, mais je penserais pas qu'il passe par Laval, sérieusement. Intéressant. Intéressant. Indeed. Un petit facile, Pascal. Norlinder, j'imagine. Mathias Norlinder. Tu le gardes ou tu le trades? Je donne à qui le veut. Il y a un très bon camp, en fait. En ce moment, vraiment, sérieusement, il y a un très, très, très bon camp, puis je suis content pour lui, mais jamais il va être capable de déloger le 7e ou 8e défenseur à Montréal, sauf s'il y a des blessures. Puis, tu sais, il y a une valeur pour Laval, ce gars-là, mais si jamais il veut jouer dans la Ligue, c'est sûr que ça va passer par un échange. Fait que pour son bien, en fait, probablement qu'il va être échangé. Puis j'ai vraiment rien contre ça. C'est pas contre lui, mais il y avait des red flags, ils sont confirmés un peu. Je suis content de ses premiers matchs, mais 2 matchs, c'est 2 matchs. Ce qui est bon pour Slafkovský, c'est bon pour lui aussi. C'est-à-dire que c'est pas une saison, puis c'est pas des vrais matchs de la Ligue nationale de hockey. Puis si ça va bien à Laval, tant mieux. Mais c'est pas la dernière saison à Montréal, mais ça va être dur de le garder plus loin que ça si on a tout le temps autant de défenseurs gauchers alors que Hudson s'en vient. Engstrom s'en vient en plus. Trouble se développe. Trudeau aussi. Il tombe de quoi? Il tombe 9e défenseur à gauche. T'sais, Matheson, oui, il reste pas full de saison, mais il demeure là. Donc, bref. Ça va être décourageant pour lui. Puis, s'il est échangé, puis il demande un échange, il faut juste comprendre. C'est pas qu'il veut pas jouer ici, c'est qu'il sera pas capable. Il est trop loin dans l'échiquier. Fait qu'il ira ailleurs. Il va peut-être avoir sa chance, mais ça ne sera pas ici.
Gustav Lindstrom, le CH l'a eu pour quoi exactement? Pour Petrie, puis... Ouais, dans l'échange de Petrie. Puis, Ouais, c'est ça. hmm, Parce que ben, Petrie, il valait plus grand-chose, puis parce que, dans le fond, il voulait retourner à Détroit, puis le CH voulait pas garder son contrat, c'est ça? ouais, exactement. Ouais. Mais lui, Ça va être les mêmes raisons que Norlinder va s'en aller de Montréal, là. On s'entend. ouais, Là. c'est ça. Lui, tu sais qu'il est capable de jouer dans la ligue, qu'il a un gabarit quand même correct, mais tu sais, il amène à rien de non remplaçable. Fait que pour moi, ce gars-là, je l'échange, je le laisse partir. Tu sais, c'est pas quelqu'un sur papier que tu l'entoures. Lui, il faut y trouver une chaise, mais on va l'échanger pour aller chercher quelque chose. Non, il n'y a rien. C'est un 7 ou 8. Il Non, peut c'est être ça. un 6 si ça va bien, parce que les scouts du Canadien ont l'air de vraiment l'aimer. Mais là, t'as trop de body. Là. Oui, à Non. droite, il n'y a pas grand monde à droite. Là, pour l'instant, il va faire la job, mais à un moment donné, il y a d'autres personnes qui vont faire la job moins cher, puis plus jeunes, qui vont encore avoir un potentiel de développement. Fait que, non, ça me dérange pas qu'il parte, ça me dérange pas qu'il reste, mais il jouera pas 82 matchs Non, avec non, le Canadien. non. Non, puis il va sûrement partir sur le marché des joueurs autonomes, tout comme Ouais, Mathias ouais. Norlinder, à mon avis. Ouais, fort Non, tu sais, probablement. moi, Norlinder, je l'échange. Mais tu sais, je l'échange. Moi, je pense que personne va vouloir l'avoir. Fait Non, tu le que, tu signeras pas, c'est tout. Non. sais, c'est ça. Tu le signeras pas, puis Ben, il ça se pourrait peut très partir bien. pour aller chercher de l'attaque à la balle, mettons. Mettons qu'il y a des Ben, rappels et des blessures, tu vas chercher de l'attaque. C'est peut-être ça oui. qui va arriver. Là. Mais tu sais, même un dumping dans un trade impliquant d'autres joueurs, tu sais, moi, personnellement, je pense encore que Norlinder jouera jamais dans la Ligue nationale. Ouais, ouais, Tu ouais. sais, Et, à un moment donné, la seule affaire que je pourrais le voir impliqué, c'est dans un trade pour Laval. C'est vraiment ça que ouais. je dis. Barry Boulet, qui pourrait jouer dans la nationale de hockey, mais pas tant. Mais un joueur qui produit beaucoup dans la ligue, puis qui espère quasiment plus à la Ligue nationale. Un Gignac, hein, un Bourque. C'est un genre de ce trade-là que tu ne le vois pas dans ton équipe. Puis lui, ben, tu sais qu'il va aider tes jeunes à produire. Fait que tu fais ça. William Trudeau, on le garde ou on l'échange? Ben, c'est parce que c'est la progression est vraiment intéressante. C'est du cheap labor, comme j'aime beaucoup. Je pense qu'un de nos forfaits dans le futur va s'appeler cheap labor. Elle donne 2 piastres. Cheap labor, c'est cheap. C'est une joke. Mais moi, je pense que j'aurais rien contre à le garder. L'attitude, l'éthique de travail, la progression. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde à gauche, tu sais. Puis je pense qu'il est capable de jouer à droite. Mais en fait, je pense que ça ne dérangerait pas de jouer à droite. Puis je pense qu'on surestime beaucoup. Non. Comment je veux dire? Dans le junior, les défenseurs, ça joue à gauche, ça joue à droite. Tu sais, il y a beaucoup de défenseurs qui jouent des deux bords. Puis c'est rendu dans le pro que là, c'est mieux qu'ils jouent à gauche ou à droite. Fait que, tu sais, la majorité des défenseurs ont joué gaucher, pas droitier, ont joué des deux bords. Fait que, je pense qu'il serait capable. Il y a l'éthique pour, il y a de la place. Fait que moi, personnellement, je le garde. Parce que, oui, le facteur québécois, facteur travaillant, progression, mais on voit qu'il répond aux attentes, puis il est robuste. Fait que, j'ai 6 ou 7e défenseur, j'aurais vraiment pas de misère à le placer dans cette chaise-là à long terme. Puis si sa progression continue, surtout au niveau physique, puis patin, écoute, tant mieux, mais il peut jouer un gros rôle sur le désavantage numérique, puis leadership aussi. Fait que non, c'est quelqu'un que je garde assurément dans ma banque. Ouais, moi aussi, je le garde, puis j'y laisse tout le temps qu'il faut pour se développer parce qu'on a parlé dans notre épisode sur les meilleurs espoirs. C'est un gars que les jeunes qui vont arriver vont regarder, puis c'est un exemple pour les jeunes. Ouais. Tu peux le garder à Laval longtemps jusqu'à temps qu'il soit en mesure de s'implanter à temps plein dans la Ligue nationale. Que ce soit à 22, 23, 24 ans. Là, il y en a qui disent que ce serait cette année qu'il serait Non. dans l'alignement. Je pense pas que, Il en tout pourrait respect, avoir quelques matchs puis bien s'en tirer, mais il vaut mieux pas. Pas de ben, suite. tu sais, moi, en fait, je pense que si j'ai un gars à cibler comme le premier rappel des Ouais. Canadiens cette année, c'est William Trudeau. Mais tu sais, là, on parle d'un poste à temps plein, là, de jouer 82 matchs dans la Ligue nationale. Je pense Pas pas de suite. qu'on est là encore. Puis, tu sais, je vais sortir la bonne vieille carte du Québécois. Tu sais, je veux dire,
c'est dur pour moi d'imaginer échanger un gars comme Trudeau quand c'est un gars de ta cour, c'est un gars qui s'est démarqué dans sa progression, qui était un leader pour ton club école. Moi, personnellement, je change pas, là. Ça, c'est sûr que non. Puis c'est pas qu'il est irremplaçable. C'est que pour les Canadiens, ce genre de joueur-là, ça a beaucoup de valeur. Ouais. Pour les partisans aussi. Puis tu sais, moi, pourquoi tu l'échangerais? Je vois pas. Il arrête pas de parler de culture à un moment donné. Ah oui, c'est ça. Ça fait partie de ça, là, aussi. La culture à Laval aussi est importante. Là, j'allais faire une journée d'agriculture. Je vais garder ça pour moi. Ouais, c'est ça. Jayden Strouble, moi, je l'échange. Ouais, moi aussi, je pense qu'il peut avoir une bonne valeur. Mais je te laisse aller. C'est exactement pour ça. Je pense que c'est un défenseur qui se développe bien. Je pense que de plus en plus, son offensive, on peut mettre un trait là-dessus avec ce qu'il nous a offert en NCAA. Mais avec Laval l'année dernière, il a quand même eu des belles premières passes, des belles relances. Il faisait beaucoup le ménage en avant du filet. On en a parlé dans notre épisode du top 15. Je ne reviendrai pas nécessairement là-dessus, mais il a montré des belles affaires pour le hockey professionnel, mais considérant la congestion à gauche, puis on va en venir avec Arbor Jackay après, parce que je veux qu'on en parle. Goulet, puis on va régler ça tout de suite, là. Goulet, puis Reinbacher, moi, j'échange pas ça. Je les échange pas, là. Ça sert à rien d'échanger ça. Non, exact. Fait que, ça va rester comme ça, là. Mais, tu sais, Jackay, honnêtement, je sais que si mon servant écouterait, puis il dirait que Strouble, t'es mieux avec Strouble que Jackay dans ton alignement. Moi, je m'excuse, mais avec l'historique de blessure de Strouble, jamais ce gars-là va amener la touche physique à chaque jour, puis qui va, dans le fond, lâcher les gants parce que j'aurais peur qu'il se casse un poignet ou une main quand il se bat. Il est 6 pieds, puis il a joué dans NCAA, fait qu'il se battait pas. Dans NCAA, tu peux pas te battre. Alors que Jackay, il se battait à toutes les crises de journée dans la OHL. Fait que, tu sais, moi, personnellement, j'échange Strouble. J'aime parce que je suis sûr et certain qu'il y a un pro scout quelque part qui l'adore à cause de ses capacités, de son patin, de sa prise de décision défensive et de sa progression aussi quand il a passé à Laval. Mais tu sais, avec la congestion puis tout, je viserais plus le talent. Puis lui, il tombe pas dans il est comme entre deux chaises un peu. Fait que j'ai aucune misère à l'échanger, même si je pourrais quand même y trouver une place dans l'alignement. Mais si je devais choisir entre lui et Adam Engstrom, ben je préfère garder Adam Engstrom puis l'échanger lui. Puis au pire, comme tu dis, avoir Jackay comme 7e. Puis t'as Trudeau aussi qui peut être physique, tu sais. Comme t'as Trudeau aussi dans l'organigramme. Moi, Jackay, j'aurais pas de misère à l'échanger. Je le ferais rapidement. Là. Parce que tout le monde l'adore. Puis je pense pas que sa valeur va augmenter plus que là. Parce que les blessures vont arriver, le monde va le voir arriver, il va devenir de plus en plus indiscipliné parce que dans la OHL, il était très indiscipliné, vraiment. Dans sa prise de décision pour aller plaquer puis tout, puis même dans la pré-saison, sais-tu qu'on trouve. Non, c'est dans la pré-saison, c'est le premier match qu'il a joué, il me semble. Je suis tellement mêlé, là. Je dors pas. C'est pas dans le match rouge-blanc. C'est le match contre New Jersey. Oui, il était là. Je vais inventer. Il était là. Puis il cherche. Ouais, c'est ça. Le Canadien perdait. Il essayait d'aller chercher des plaqués pour remettre du pep chez le monde. Puis ça fonctionnait pas. Puis il s'est mis dans le trouble une couple de fois. Puis ça, c'est problématique dans un hockey moderne qui va changer de plus en plus. En ce moment, moi, j'essaierais d'aller chercher le maximum. Et je ne suis pas sûr que le Canadien est prêt pour ça, pour aller chercher un gros attaquant, parce que c'est ça que je voudrais. Parce qu'il y a tellement de jeunes qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Mais j'échangerais Jackay. J'aurais pas misé à la garder, justement à cause de son profil. Mais si j'avais à choisir est-ce que je l'implique dans un trade pour aller chercher quelque chose de gros, je pense que lui pourrait être intéressant beaucoup pour l'équipe.
C'est que moi, c'est quand je regarde la complémentarité de ce que les joueurs apportent, j'aime mieux avoir, mettons, un Jacky Trudeau dans l'alignement euh, plutôt qu'un Jacky Strouble, mettons, ou Strouble Trudeau, je veux dire, Moi, les ouais, je deux suis d'accord avec ensemble. toi. Je trouve qu'il manquerait J'ai de changé quoi, de là, tu sais. Trouble avant Jackass, c'est sûr et certain. Puis je le disais à Servant l'année passée. Je pense que c'était dans un live qu'on on s'était fait poser la question Trouble versus Jackass. Puis il disait justement que Trouble est meilleur. Il va être meilleur, il devrait être à Montréal, puis pas Jackass. Puis j'étais pas d'accord. Puis je suis pas encore. Fait que je garderais Jackass avant Trouble, mais les deux, j'aurais quand même pas de misère non plus à les échanger. Une petite facile. Lane Hudson, on le garde? Écoute, ouais, oui, j'ai tellement hâte de le voir arriver. Parfait, on y touche pas. Non, il touche pas. Un peu comme Caulfield, c'est comme, t'as quand même peur un petit peu qu'il buste à cause de la grosseur, mais tout ce qu'il amène, tu peux pas nécessairement douter de son talent, qu'est-ce qu'il peut apporter. Tu peux douter de ses faiblesses, donc de son impact dans l'alignement, première paire, deuxième paire, troisième paire. Mais il va jouer sur une des trois paires, c'est sûr et certain. Parce qu'il y amène trop d'affaires. Logan Mayou? Je l'échangerais. Moi aussi. on est pareil. C'est un vœu. À une condition. Oui. Faut que David Reinbacher me démontre Ouais. qu'il soit capable de fournir de l'offensive suffisamment. Parce que Logan Mayou, je crois en son potentiel de top 4 et spécialiste de l'avantage numérique. T'as Lane Hudson que je vois assurément sur un avantage numérique dans le futur chez le Canadien. Mais si t'es pour échanger Mayou, c'est en considérant que soit Goulet ou Reinbacher sont capables d'assumer une tâche comme ça. Et d'un autre côté, si tu échanges Mayou contre un vrai corps arrière Ouais, c'est plus ça. ou un excellent attaquant, moi je suis prêt à donner Mayou à 100%. Puis c'est strictement rien contre l'individu en tant que tel. On parle hockey seulement, on parle profil de joueur. Je pense que si, on l'a dit au début du segment, il ne faut pas s'attacher. Il y a des espoirs qui vont finir par être échangés. Puis Logan Mayou, je pense qu'il pourrait avoir une certaine valeur à un moment donné pour lancer dans une bonne transaction pour aller chercher un très bon défenseur établi ou un attaquant établi. C'est exactement ça. Si mettons que c'est pas dans une transaction pour aller chercher un défenseur droitier, mais plus un attaquant, il faut absolument que Reinbacher nous prouve qu'il est capable de gérer l'offensive, de créer de l'offensive par l'arrière, dans le fond, sur l'avantage numérique ou même à 5 contre 5, comme Mayou est capable. Mais les faiblesses de Mayou, moi, j'ai des gros doutes sur son IQ. Son offensive, il a créé par son tir et non pas par sa façon de bouger en offensive ou aller chercher les lignes de passe. Il me fait peur à long terme en offensive même. Mais ce profil de défenseur-là, écoute, il est énorme. Il a un bon patin, il a un bon shot. C'est sûr qu'il y aurait preneur, sa valeur est haute. Fait que, tu sais, j'ai la même affaire que toi. Je l'échangerais, c'est sûr et certain. Puis, je pense que le retour pourrait vraiment être intéressant pour les Canadiens de Montréal. Est-ce qu'ils vont le faire? Je ne penserais pas. Mais parce qu'ils investissent beaucoup dans lui au niveau du PR et tout. Il a appris le français. Il parlait déjà français un petit peu. Puis là, il a vraiment travaillé beaucoup là-dessus. C'est pas pour rien. Là. Puis c'est bien correct. Mais je pense qu'il pourrait rapporter quand même pas mal. Justin Barron, moi personnellement, je le garde. Puis j'aurais pas de misère à l'échanger, mais je le garde parce que je trouve que c'est un bon joueur à conserver dans la période tampon avant que Reinbacher et Hudson arrivent dans la Ligue nationale. Exactement ça. C'est vraiment ça. Je le garde à court terme. À moyen terme, si ça prend plus de temps pour les défenseurs droitiers de la relève de s'en venir. Mais à long terme, avec Onyushkov, avec Reinbacher, puis Mayou, peut-être si tu le gardes, ben Barron tombe dans une chaise un peu difficile. Il y a quand même, il y a comme un peu les mêmes défauts un peu que Mayou,
meilleur en défensive, là, on va se le dire. Là. Mais tu sais, la misère un peu avec sa relance, la prise de décision, l'offensive, je le trouve meilleur pour en créer, mais il a vraiment un moins bon shot, même s'il est quand même pas si pire son tir de poignet. Là. Mais le plafond est vraiment moins élevé que beaucoup trop, ben pas trop, mais d'autres défenseurs droitiers du Canadien. Fait que, comme tu as dit, période tampon, j'ai rien contre le garder, mais éventuellement, pas mal sûr qu'il va être échangé. En plus, la valeur de défenseur droitier de cet âge-là est quand même assez intéressante. Fait que aucune misère à penser qu'il va quand même rapporter quelque chose. C'était le tour pour les défenseurs des Canadiens. Jordan Harris? Ben, Jordan Harris, oui, mais c'est parce que au début, quand j'ai fait la liste des joueurs que je voulais qu'on parle, il n'y avait que les espoirs, puis les joueurs pas, les joueurs déjà établis dans la Ligue nationale, je les avais pas mis. Fait que oui, Jordan Harris, est-ce que tu le gardes ou tu l'échanges? J'aime beaucoup son intelligence, son leadership, sa façon de penser, la façon qu'il gère les médias. Sérieusement, ça paraît en maudit qu'il est à l'université, ce gars-là. Là. Il a l'air. Mais ça, je fais une parenthèse. L'année passée, j'ai eu des. Pas des Q, là, mais tu sais, à l'intérieur du Rocket, ce qu'on nous disait, là, c'était les joueurs qui provenaient des universités américaines. C'était souvent ça. C'est du monde articulé, c'est du monde à l'aise devant les médias. Struble l'était, Harris, il l'est, on le voit. Fait... Non, mais généralement, ce qu'on voit présentement, c'est des profils qui se ressemblent vraiment beaucoup comme ça. Là. Okay. Vous voyez tousser beaucoup à la caméra. J'ai un bon petit virus. Mais moi je l'échange à cause du gabarit, même si j'adorerais le garder. Mais tu sais, à gauche, comme on en parle depuis le début, il y a une congestion. Si j'avais à choisir entre lui et Jacky, je garderais lui. Mais j'aurais pas de misère à penser que les Canadiens, ça ne tente pas de donner 4 millions à Jordan Harris, mettons, à long terme, à cause du gabarit, puis à cause de Lynn Hudson, à cause de Caulfield, à cause de Newhook. Des joueurs qui sont peut-être, des fois, sont à 6 pieds, mais ils sont un peu soft. Fait que dans ce que le Canadien semble vouloir faire, d'avoir Konyushkov à droite, mettons, c'est la troisième, Engstrom à gauche, c'est la troisième aussi, j'aurais vraiment pas de misère à penser qu'il est un des défenseurs qui va nous briser le cœur un petit peu qui part dans les 2 prochaines années. Parce que je pense pas qu'il va partir à long terme. Je pense que ça va vraiment être à court, moyen terme qu'il va partir. Parce que il est pas mauvais en offensive, mais il y en a des meilleurs dans la banque. J'ai dit offensive, il n'est pas meilleur, il est pas mauvais en défensive. C'est une de ses forces. Mais il n'est pas physique. Puis il y a un petit gabarit, fait que c'est pas tant hot pour lui. Puis il n'est pas assez créatif ou explosif pour vraiment profiter à 100% de la glace dans la nationale de hockey. Fait qu'il est comme bon dans tout, pas assez élite dans rien. Fait que pas de misère. C'est un bon joueur de hockey. C'est vraiment un bon joueur de hockey. C'est vraiment, vraiment. Mais faut que tu values, faut que tu optimises sa valeur. Puis je pense qu'il va partir. Il est très remplaçable. Fait que pour moi, c'est une transaction aussi. À la limite, tu mets Konyushkov à sa place, puis c'est réglé. C'est ça. Konyushkov va jouer à droite, mais c'est Engstrom va prendre sa place. Là. Non, c'est Engstrom va prendre sa place, c'est sûr et certain. Engstrom, puis tu sais, même Trudeau, dans un certain sens, va amener peut-être un peu moins de jeu, de rapidité d'exécution, mais il va amener un physique de plus. Fait que c'est une qualité. Mais Harris a une petite tendance à. Quand mettons, il se décide, je veux relancer l'attaque moi-même, utiliser mon patin, puis tout, petite tendance à cafouiller avec la rondelle. Alors que Trudeau, il connaît un peu plus sa chaise, il évalue mieux, en tout cas en Laval, mieux la façon, le timing dans le fond pour vraiment attaquer. Fait que les revirements sont moins nombreux que Harris peut faire, alors que Trudeau, en plus, il est physique. C'est pour ça qu'il est tradable. Alright, Pascal, sors ta liste 2020.
Elle est sortie de ma liste. On la voit pas tant à l'écran. Hein. Ouais, je sais. Hey, Moi, j'approche de mon chose. je vais la sortir pour la mettre à l'écran. C'était un top 80 que tu avais fait. Si je... 89, ce que j'ai. Mon texte s'appelait Votre trousse pour le repêchage 2020. Ouais, c'était En tout un cas, début de. Effectivement, je vais la scruter avec toi en ce moment, mais selon toi, quels sont en ce moment? T'sais, on va mettre en contexte, repêchage 2020, il y a 3 saisons passées encore. C'est oui, très tôt ouais, c'est pour encore tout. dresser des constats finaux. Mais par contre, il y a quand même certaines tendances qui se dessinent auprès de certains espoirs de la liste 2020. Pascal, partage-nous tes meilleurs et tes pires coups pour la liste 2020. Ben, je pense qu'on va écarter Lafrenière puis Byfield 1-2, parce que c'était le consensus, puis il avait raison d'être là. C'était de très bons espoirs, mais c'est très tôt pour les enlever de là, mais ça demeure quand même des petits bémols. Bon, moi, j'aurais pas de misère à mettre Stoods là comme premier présentement, Oui, par exemple. oui, c'est sûr et certain que Stouzley serait en premier dans ce repêchage-là, puis Jarvis serait pas mal plus haut. Mais tu sais, Jarvis, je l'avais 9e. Je suis très content de où je l'avais mis. Il est quand même sorti tôt, je ne me rappelle plus où. Là. Il me semble qu'il est sorti assez tôt là, dans la dizaine, mais Yann Michak au 16e rang, je pense que c'est ça mon pire, mon pire call. Même si je n'abandonne pas sur ce gars-là, il n'a pas été capable d'amener son offensive encore chez les professionnels. Son patin non plus. Parce que l'implication est là, mais il n'est pas assez physique pour compenser son manque d'offensive en ce moment, alors qu'il avait un très bon shot. Mais c'est vraiment son intelligence qui lui permettait d'être bon chez les mineurs, alors que là, il n'y a pas les capacités physiques encore pour ressortir à Laval. Puis je ne sais pas s'il va les avoir un jour. Fait que je pense que c'est un miss de ma part. 16e, tu sais, Lucas Reichel, je l'ai 18e. Là. Lui, il serait solidement plus haut. Ça, c'est sûr, certain. Je vais tousser. Bon. Puis, question de même, Oui. j'y vais là parce que je scrute en même temps ta liste et je vois un certain Caden Goulet, 21e. Ouais, Est-ce 21e. que, après 3 saisons, mettons, est-ce que tu penses que tu le classerais finalement plus haut que ce que tu avais à ce moment-là? Ouais, parce que Basé sur les autres joueurs que tu avais en haut, là, dans le fond. ouais, dans le fond, mon take sur Goulet, c'était que ça allait être un gars défensif avec un bon tir qui créait son offensive, juste un peu comme je dis avec Mayou, avec quasiment juste son tir. Il créait du chaos, puis il avait une bonne mobilité, mais il sortait de sa position pour aller faire des hits. Fait que ça, je trouvais que c'était un gros problème. Mais écoute, sa progression a été incroyable, puis son patin, juste son patin, c'est un des plus rapides de la ligue. Ça a été enregistré là, j'en ai vu ça l'année passée sur TVA ou bien sur RDS, je ne me rappelle plus, mais la vitesse pure de ce gars-là est vraiment élite. Puis sa prise de décision, tout ça, c'est vraiment intéressant. Les blessures amènent beaucoup d'incertitudes, c'est ça qui est étonnant. Mais pas blessé, ce gars-là, il est sur ta première paire à Montréal, puis t'es content. Fait qu'une première paire, ben ça demeure. Il y aurait probablement un bon de 7, 8 dans ma liste qui était 21. Il finirait probablement autour de 13, 14. Parce que, mettons, je regarde vite fait de même qui plus haut que je prendrais après lui. Ben, lui, mais tu sais, on ne peut pas vraiment parler. Anton Lundell, 15e, je trouve que c'est quand même bien placé. Jacob Perrault, 17e, quand même bien placé. Reichel, 18, mais c'est sûr qu'il irait peut-être en haut de ces gars-là, même si les blessures amènent un bon point d'interrogation. On a Ouais. des gars, tu sais, dans le top 10 avec Rossi. Ouais. Il y a également Cole Perfetti au 5e rang. Mm-hmm. C'est des gars qui n'ont pas encore eu nécessairement la chance de performer dans la Ligue nationale. En Puis, Winnipeg, avec les jeunes, c'est de la merde. Fait que c'est ouais, ça puis aide pas Perfetti, puis il y a des il y a eu blessures. la COVID avec Rossi Ouais. qui l'a affecté beaucoup là, au niveau de la santé. Fait que, c'est Mm. pour ça qu'on dit qu'après 3 saisons, c'est comme difficile d'établir vraiment un constat clair. Là. Ouais. Puis tu sais, Rossi, si j'avais à gager un espoir qui va partir bientôt de son équipe, il y aurait lui. Parce qu'il y a encore de la valeur.
parce que je pense qu'il y a encore du talent, ce gars-là. Il y a encore un rôle à jouer dans un milieu d'une formation. Mais Winnipeg, pas Winnipeg, mais le Wild, là, ils veulent dominer, ils veulent être dans les premiers dans la ligue. Ce genre de joueur-là pourrait très bien servir de monnaie d'échange à une équipe qui veut échanger un gros joueur. Fait que gardez ça en tête pour Rossi dans la prochaine année ou l'année prochaine. Là, je pense qu'il va partir. Puis Boldy a comme pris plusieurs steps avant Rossi. Fait que là, ça devient comme difficile d'aller chercher une chaise là, dans l'alignement. C'est pas de sa faute à Rossi. Là. Mais il a quand même bien joué dans la ligne américaine. Au niveau de la Ligue nationale de hockey, il n'avait pas le rôle qui était à son mieux, mais il était capable de jouer. Fait que c'est pas vraiment un problème. Je l'ai encore en haute estime, ce joueur-là. 8e, c'est haut, mais c'est pas sa faute. Ouais. Un joueur, Pascal, quand on regarde ta liste 2020, puis qu'on regarde sa sélection au repêchage, le gars a été repêché 34e, mais dans ta liste, tu l'avais 25e meilleur espoir de la cohorte, et j'ai nommé J.J. Peterka, un gars qui est ciblé quand même pas mal par les experts de la Ligue nationale comme un gars qui va connaître une éclosion cette saison. C'est l'intelligence, la rapidité, le positionnement. Ce gars-là est vraiment versatile, vraiment polyvalent. Puis tu peux le mettre un peu n'importe où dans ton alignement. Puis sa progression est vraiment impressionnante, ce qu'il y a eu depuis son repêchage. Fait que je suis quand même content de l'avoir 25e. Puis, tu sais, on avait beaucoup l'impression qu'il avait été aidé un peu par Reichel à l'international, que ça l'avait aidé. Mais on voit depuis ce moment-là que ce gars-là est tout puis Stutzle. Mais on voit vraiment qu'il est un peu plus qu'un complément. T'sais. Il est capable de driver le jeu. Puis sa première saison chez les professionnels, c'est soldé par une blessure, je me souviens bien. Mais il était quand même capable de s'en sortir. Puis Buffalo, je ne sais pas s'il va être échangé un jour, mais ils ont tellement des joueurs. Ça n'a aucun sens. Tellement des joueurs de talent. Puis je ne vois pas pourquoi ce gars-là serait échangé parce que il amène beaucoup de choses, puis il est capable de jouer avec n'importe qui. Fait que 25e, je suis content. Est-ce qu'il pourrait être plus haut? Oui. Mais c'est encore trop tôt. Je suis très content d'avoir eu 25e. Dernier petit point sur ta liste 2020, Pascal. Est-ce que tu regrettes d'avoir mis Jake Sanderson 10e ou selon toi, c'est un bon classement encore après 3 ans? À mes yeux, c'est encore un bon classement. On n'a pas encore toutes les réponses pour lui à l'heure actuelle, même si je crois que c'est un défenseur top 3, possiblement top 2 dans la ligue, dans son équipe dans la ligue. C'était vers la fin de la saison, c'était le meilleur défenseur à Ottawa. Je pense que ça va être le cas cette année encore. Donc, il y a tous les arguments pour être dans le top 10 de ce repêchage-là. Ce qui est dans le top 5, ça pourrait être le cas, vu que Lafrenière et Byfield descendent. Holtz, on n'a pas encore assez de données. Drysdale a marqué toute la saison passée. Fait que, c'est ça qui est dans ce repêchage-là. Il y a vraiment beaucoup d'espoir qu'ils ont été blessés à cause de la COVID, puis tout aussi. Ça a amené beaucoup d'incertitudes. Mais Sanderson, 10e, je pense que c'est un peu bas, mais mettons que je l'avais 7 ou 8, je pense que ça serait un peu plus défendable, mais je suis pas je tiens pas dans mes mauvais coups encore dans ma liste. Là, je regarde vite fait de même. Il y a quand même des joueurs pas pires sur le repêchage-là. Ouais, quand même. Noël Gunler, 27e. En tout cas. Ouais. J'essaie de regarder plus loin si tu as des joueurs, parce que tu as quand même classé 89 joueurs. Après 62, si je me souviens bien, c'était des mentions honorables. Mais, un certain Emil Heinemann se retrouve au 43e rang. C'était un joueur que j'adorais. Heinemann, que j'aime beaucoup encore. À son année de repêchage, c'était un bully. Là. Il a changé un peu, mais il demeure quand même assez efficace. Justin Barron, 46e. Donc, t'estimais quand même à ce moment-là qu'Heinemann avait un meilleur potentiel que Justin Barron. Je le considère encore. C'est très bien. J'avais William Dufour, 49. Oui, Theis Milanic, 48. William Dufour, 49. Milanic, j'ai pas détesté ses matchs à date contre les espoirs des Canadiens de Montréal. Là. Est-ce qu'il a convaincu le Canadien qu'il pourra mériter un contrat de la Ligue américaine ou la ECHL? Peut-être plus la ECHL, on verra.
Mais peut-être un prêt aussi à une équipe européenne, ça pourrait arriver. Mais je n'abandonnerai pas sur lui, personnellement. Je continue avec 53, Luke Tuck. T'as Ouais, quand même ciblé quelques espoirs qui se sont retrouvés avec le CH, finalement. Ouais, quand même, ouais, ben, CH sont allés en chercher plein. Là. Mais ouais, Luke Tuck, 53, c'est un joueur que de plus en plus, on en a parlé là, dans notre top, mon top 20, ton top 15, mais j'abandonne pas, là, mais de plus en plus, je me pose des grosses questions sur son potentiel. Puis j'ai hâte de le voir à Laval l'année prochaine, ou à la fin de la saison, on verra. Là, mais Ty Clevin, c'est ça, Tyler Clevin, 54e. Ouais. Pas déçu, pour être plus haut, hein, vu qu'il va atteindre la ligue, mais pas déçu de l'avoir 54e. Je vois dans les mentions honorables un certain Xavier Simoneau également. Oui. Si je continue, Connor McLennan, le joueur du Ice de Winnipeg, tu l'avais quand même classé dans tes mentions honorables. Oui, il était tellement efficace. Mais j'y vais probablement pas avec une erreur, si on veut. Mais je pense que si tu revoyais ton classement, ce serait assurément différent. Avec un certain... Et finalement, il y en a deux. Luke Evangelista, qui était dans tes mentions honorables, donc qui était en dehors de ton top 62. J'avais pas assez visionnement. Oui, l'an dernier, il a quand même bien fait à Nashville. Oui. Et le bon vieux Shakir Muhammadouline. Oui, Muhammadouline, lui, ben, moi, lui, au début de la saison, j'étais quand même assez positif le concernant. Mais il a juste droppé alors que j'augmentais mes visionnements. Puis avec une stat pendant l'été, j'avais augmenté mes visionnements assez solides. Mais c'est un peu comme Philippe Broberg. Je vois les qualités, mais je vois pas la constance, puis je vois pas le plafond, puis je vois pas le IQ. Fait que San Jose, on l'a beaucoup l'adorer, mais moi, personnellement, j'ai encore beaucoup de misère avec lui, mais c'est sûr qu'il se retrouverait dans un top 60 parce qu'il y a quand même le physique, il y a le patin, il y a quand même beaucoup d'habilité. Il a peut-être été un peu sévère comparativement à d'autres qui sont comme Yann Michak, qui sont dans mon top, mais c'est la vie. Puis Evangelista, comme je disais, c'est pas un gars que j'avais beaucoup de visionnement. Je les connais un peu plus sur le tard. Mais je suis vraiment content qu'il soit... le développement de ce gars-là, il est vraiment intéressant. All right. Ce sera à remettre dans la pile, dans le classeur. Puis on aura assurément l'occasion de réanalyser cette liste-là dans les prochaines années. Oui. Assurément. On se tourne cette fois vers la NHL, Pascal. On fait un quick survol rapide de la division Pacifique qui regroupe Anaheim, Calgary, Edmonton, Los Angeles, San Jose, Seattle, Vancouver et les champions en titre, les Golden Knights de Vegas. Est-ce que ça va être l'année de Connor McDavid, Pascal, cette année? Ah, je lui souhaite, sérieusement, j'y souhaite de se rendre jusqu'au bout cette année. J'aimerais vraiment ça. Je pense que Dallas va peut-être avoir un petit edge sur eux autres. Mais je souhaite sincèrement que McDavid se rende très loin pour voir le plus possible son talent longtemps pendant une saison de hockey. Veut pas, ça demeure un joueur vraiment électrisant. Mais le classement de l'année passée, en fait, devrait pas trop changer. Je pense que Seattle et Los Angeles vont se battre pour les positions 3-4, mettons. Puis Calgary, je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'ils vont réussir, mettons, à atteindre les séries, mais ça pourrait très bien arriver s'ils réussissent à battre Winnipeg dans l'autre association. Vancouver, San Jose, Anaheim vont finir hors des séries, je suis pas mal sûr. Là. Les trois dernières de cette division-là, c'est pas toutes mes préférences en ce moment. Mais Anaheim, c'est sûr qu'ils sont intéressants, mais ils sont pas rendus là. San Jose, ils font juste détruire. Vancouver, j'aime pas les décisions. Calgary, sur papier, ils sont bons, mais tu sais, moi, je pense que Calgary, ça va repogner la crème cette année. Tu sais, je pense que pour vrai, Seattle, c'était comme un peu, pas de la chance l'année passée, mais tu sais, moi, je pense que Calgary va revenir dans le portrait des séries puis que Seattle ne se classera pas cette année. Ça pourrait arriver, sérieusement. Ils ont quand même... Ils sont comme
complet. Ils ont beaucoup de bons joueurs partout, mais il leur manque tellement d'autres choses par rapport à d'autres équipes. Calgary, ils ont quand même Huberdeau, ils ont quand même des bons joueurs, là. Une bonne défensive surtout. Fait que je ne suis pas contre toi là-dessus non plus. Là. Ils sont comme interchangeables un peu là, dans mon évaluation. Je pense que Los Angeles vont continuer sur leur lancée. Je leur souhaite sérieusement, mais ils ont tellement une bonne ligne de centre. Là. C'est quelque chose, là, sérieusement. Puis ils ont quand même des bons vétérans aussi. Là. Fait que ça risque d'être quand même très similaire à l'année passée, mais il y a quand même Calgary qui a sous-performé. Fait que si les autres ils performent à leur hauteur, pourraient très bien finir dans les 3 premiers. Là. Je pense que s'il y a une équipe qui peut descendre justement dans ce classement-là, c'est les Golden Knights. Une équipe un petit peu plus vieille, qui a joué 82 matchs plus tout le parcours en série jusqu'à la fin à la Coupe Stanley. On siphonne le noyau quand même pas mal depuis quelques temps. Versus les Kings qui ont ajouté Dubois, qui ont une ligne de centre excellente, comme tu mentionnais. Je pense que les Kings et les Oilers ont les moyens de justement grimper dans ce classement-là puis de voir les Golden Knights descendre. Les Golden Knights qui ont terminé les premiers l'année passée. Mais tu sais, entre les Flames et les Golden Knights, il y a très peu de points l'année passée. Il y a peut-être une vingtaine de points à peu près. Oui, ça, c'est assez... 93 versus 111, c'est genre 18 points. Ouais. 18 points de différence. Puis si on regarde ailleurs, Nashville avec Colorado, c'est pas dans les mêmes environs, je pense que c'est 17 points. Et dans l'Ouest, c'est pas mal plus serré que dans l'Est. Dans l'Est, non, c'est ça. Il y a des bons extrêmes. Ouais. Ce sera à suivre, mais clairement qu'il n'y aura pas... du côté des Sharks puis des Ducks, on peut... les Ducks pourraient quand même surprendre. Je pense pas qu'ils pourraient se rendre en série, mais dans les 3 équipes qu'on a nommées, les Canucks, les Sharks et les Ducks, je pense que les Ducks pourraient quand même grimper. Ils pourraient sortir de la cave assez facilement. Ouais, c'est les Sharks s'en vont plus vers là. Ouais, les Sharks, c'est ça qu'ils veulent, en fait, que Anaheim ait plus de points que les autres. Ça pourrait arriver, comme tu as dit. Est-ce qu'ils pourraient avoir plus de points que Vancouver? Je pense que ça va être difficile quand même, mais pas impossible, évidemment. Mais j'ai l'impression que la maturité d'Anaheim va jouer contre eux autres un petit peu. Là. Un peu comme à Edmonton, là, 5, 6, 7 ans. Là. C'est un country club. Anaheim avec Zegras, qui a l'air un peu spécial, qui n'est pas encore signé, tout comme Drysdale. J'ai l'impression que ça pourrait jouer un peu là, sur leur saison, sur une dizaine de points de plus à cause du manque d'expérience et de focus peut-être sur la glace. Là. Un petit take tiède. All right. Petit wrap-up pour terminer de où on en est avec notre scouting pour le repêchage 2024. Oui. On avait Guillaume Charland sur notre Patreon qui nous posait une question concernant la cohorte 2024. Grosso modo, qu'est-ce qu'on pense de la cohorte 2024? Comment qu'on trouve les premières, deuxième rondes potentielles comparativement aux dernières années? Est-ce que le fait qu'il y ait beaucoup de défenseurs fait en sorte que la cohorte a l'air plus faible? Comment on voit la cohorte en général cette année? Moi, je la vois très différente, justement à cause des défenseurs. C'est vraiment le fun à regarder en ce moment, très divertissant en raison de cette différence-là. Il y a un petit peu de 2022 dans ce repêchage-là au niveau du top, c'est-à-dire que il y a, oui, c'est les Bruni, mais ça risque quand même, il risque quand même d'y avoir des débats pendant la saison, parce que Celebrini n'est pas un franchise. T'sais. Il est vraiment bon, il est complet, c'est un super bon joueur. Mais il y a d'autres joueurs qui ont des arguments. Fait qu'il va y avoir quand même des débats au top. Pas parce que le Canadien va être dans le top 5 peut-être, mais vraiment de base au Québec. Il va y avoir des débats là-dessus, peut-être même à l'interne ici. La présence de beaucoup de défenseurs fait du bien. Il y a beaucoup d'Européens aussi qui amènent beaucoup de profondeur. À la base, pour moi, ce repêchage-là, c'est un repêchage profond. Très profond. Un choix top 20 cette année vaut plus cher qu'un choix top 20 l'année passée, à mes yeux. Justement, défenseur, mais il y a quand même beaucoup de joueurs robustes aussi. Il y en a des petits, mais il y en avait aussi des petits dans les autres années. Fait que c'est la diversité du repêchage qui m'intéresse beaucoup. Puis la profondeur, c'est
en ce moment, j'ai beaucoup de plaisir à regarder du hockey. Puis avec le Patreon, les Game Report, mais c'est pas juste de regarder, de cumuler les visionnements. On a des clients, des rugueux qui attendent un produit. Fait que je trouve ça vraiment le fun. Oui, puis tu sais, moi, pour répondre à la question à Guillaume, je suis pas assez avancé pour pouvoir comparer la cohorte cette année aux autres cohortes. Fait que tu sais, je vais pouvoir le faire probablement plus tard dans la saison. Tu sais, moi, présentement, si on peut y aller, Pascal, avec nos quelques coups de cœur des derniers visionnements qu'on a observés. Tu m'avais parlé de Melvin Fernstrom. Oui. J'ai bien aimé son profil, honnêtement. Il joue sur le même trio qu'Alexander Zetterberg. Puis c'est quand même assez facile de plus tomber en amour avec le jeu de Fernstrom que Zetterberg présentement. Dans mon cas, en tout cas. Puis Michael Brandsted-Nigard, que tu m'avais callé en juillet passé, que ça allait être mon préféré. Honnêtement, j'adore son profil. J'ai vraiment aimé mes visionnements de lui dans les dernières semaines. Puis comme tu le dis, ben, Brandsted-Nigard, en plus, ce qui était le fun, c'est c'était une commande d'un Patreon. Il fallait que je le regarde et il fallait que je fasse un Game Report en plus. Fait que mon écoute était encore plus active avec le Game Report. Bref, j'ai beaucoup aimé ce joueur-là, honnêtement. Ah oui, puis tu sais, les deux, Fernstrom et Brandsted-Nigard, je les adore aussi. C'est des espoirs qui est probablement, pour Saint-Laurent, je ne sais pas, là, parce qu'on ne parle pas beaucoup d'espoir avec Simon Saint-Laurent. Il n'est pas cachetier, mais on parle moins de nos takes, mettons. Mais tu sais, Simon Servant, moi, toi, c'est ce genre de joueurs-là qu'on aime vraiment beaucoup. Des joueurs rugueux, papier sablé, donc il y a ça. Mais tu sais, j'aime beaucoup Igor Chernyshov aussi en Russie. Même s'il n'a pas nécessairement le meilleur début de saison, mais il est tellement utile sur une glace, ça n'a aucun sens, ce joueur-là. Puis, en tout cas, bref, je sais qu'il va peut-être pas être super haut dans plusieurs listes, mais moi, je le vois dans ma soupe pas mal. Fait que j'ai hâte d'en voir plus. En tout cas, plus de chimie avec ses coéquipiers, parce que c'est pas mal plus ça le problème. En ce moment, il ne joue pas sur le premier trio des fois, puis il y a des gros problèmes. Bref. Mais il y a des bons joueurs dans ce repêchage-là. C'est pas toutes les ligues qui ont commencé, évidemment. La OHL n'est pas encore commencée. Aux États-Unis, la USHL vient de commencer. J'ai hâte de voir Trevor Connolly. Il y a quand même plusieurs joueurs dans la USHL qui sont intéressants. Il y a Gridin, qu'un Patreon m'a souligné, que je ne connaissais pas nécessairement beaucoup. Puis je suis allé le voir, puis quand même intéressant. Il y a un bon début de saison aussi, de ce que j'ai pu lire. Oui, vraiment. Puis son équipe, il y a beaucoup d'espoir dedans. Fait que c'est sûr que ça va produire. Si je me souviens bien, Sacha Boisvert est dedans aussi. Donc, c'est sûr que ça quand même assez intéressant. Puis, tu sais, la NCAA, ça commence, les équipes là, qui commencent le plus tôt, je pense que c'est le 7 octobre. Fait qu'il y a ça aussi comme facteur. On n'a pas tout vu, tout le monde. Là. Mais la CHL est très, très bonne cette année. Les États-Unis aussi. L'Europe, la Suède, très profonde. Manque de talent élite, mais quand même très profonde. Fait que c'est pas déplaisant du tout. Je me suis surpris, Pascal, à aimer un gardien de but de 5 pieds 11, moi, dans mes visionnements des dernières semaines. Noah Erliden. Ouais, Erliden, qui avait joué au U18, je me souviens bien. Ouais, c'est un overager, par exemple. C'est sa deuxième année d'admissibilité. C'était un des plus jeunes l'année passée, donc un des plus vieux cette année. Ouais, puis honnêtement, je vais continuer à le regarder, même s'il est 5 pieds 11, parce qu'il y avait vraiment une belle technique, très square. Il me faisait beaucoup penser à Jacob Fowler aussi, qui est dans sa gestion de rebonds. Bref, il en donnait que très peu des rebonds. C'est drôle, à 5 pieds 11, il couvrait quasiment aussi large que haut. Là, fait que c'est quand même particulier, mais non, c'est un profil de gardien de but que j'ai bien aimé. Puis je vais assurément regarder Emil Vini puis Anton Olsson aussi. Pas Anton Olsson, excuse. Eric Olsson, le gardien de but qui joue en USHL que tu m'as parlé cette semaine. C'est mes prochaines cibles pour
ma liste, dans le fond, pour la liste préliminaire, qui devrait sortir en novembre, à peu près, nos listes. Ouais, c'est pas mal tout le temps en novembre, mi-novembre. L'année passée, je me souviens bien, ça va probablement être encore là. Là, il reste 2 jours. Si on compte aujourd'hui 3 jours, il reste 2-3 jours pour vos Game Reports, pour ceux du Patreon. Fait qu'oubliez pas, vous avez droit à des joueurs. Pour ceux qui ont 4$ et plus, je me souviens bien, pendant 4 piastres, vous avez un joueur. Donc, n'oubliez pas ça. Vous avez, si vous voulez, des Game Reports sur les joueurs qu'on vient de parler, n'hésitez pas. On aime vraiment ça. On aime vraiment, vraiment ça, oubliez. C'est ça. On est un peu vos employés. Vous nous dites qui a regardé, puis on vous fournit nos observations et tout. Exactement. Puis si vous avez des questions, venez me voir sur Twitter, pas de problème. Ou parlez à Matt sur Patreon pour poser des questions, puis je répondrai par. Il fera la secrétaire. Là. Mais moi, il n'y a pas de problème si vous avez des questions un peu plus poussées là, pour les joueurs que vous avez commandés. C'est vraiment pas un problème pour moi. Alright, donc pour ceux qui ne sont pas encore membres Patreon, vous pouvez toujours vous abonner dans le lien de la description en bas. Merci à nos Patreons qui nous suivent depuis le début de la saison. Je pense qu'on va triper cette saison ensemble. Puis on va surtout triper à la fin de l'année avec toutes les sorties du guide et tout. Bundle des espoirs du CH qui va être disponible pour les membres. Fait que, continuez de nous envoyer vos demandes de Game Report. On aime ça. Yes. Pascal, c'est ce qui met fin à l'épisode. Et à ma voix aussi. Et à ta voix, ouais, je vois que là, ça commence à crasher un peu. Là, fait que on va arrêter ça là. On va reprendre ça dans un autre épisode. On prévoit des sujets avec des redrafts. On va regarder des repêchages antérieurs. On va revenir là-dessus. On va discuter là-dessus. Il y a évidemment le début de saison un peu partout dans les ligues juniors. Fait que tranquillement, pas vite dans le podcast, on va parler de nos séances de scouting. On va assurément parler du début de saison de la NHL également. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Puis on va avoir aussi le début de saison du Rocket, le début de saison de la CHA. C'est déjà commencé en LHGMQ. Fait qu'on va fort probablement insérer quelques entrevues dans les épisodes de la saison du TSLH Podcast. On va essayer de faire notre gros possible. Yes, donc merci beaucoup à tous et à un prochain épisode.